Et bonne année 2026! Le 31 décembre, pour la plupart d'entre vous, c'est plutôt le bruit des bouchons de champagne, les embrassades, les résolutions qu'on ne tiendra pas. Oui, on vous voit ceux qui avaient une petite inscription dans une salle de sport pour laquelle vous allez aller à peu près 15 jours. Mais dans l'ombre, derrière les belles fêtes, les petits cotillons et les beaux feux d'artifice, c'est un peu le silence des cabinets d'expertise avec une petite armée dans l'ombre qui va commencer à s'agiter. En effet, pour la plupart des comptables, le passage à la nouvelle année n'est pas forcément une fête. Enfin, si, j'espère qu'ils ont quand même fêté le nouvel an comme il se doit. Mais c'est plutôt une bataille quand même, une bataille contre le temps, contre les erreurs et contre le chaos. Et oui, le 31 décembre signe la clôture annuelle. Bah oui, et vous le savez maintenant, la comptabilité tisse le fil de notre mémoire. Et si les chiffres pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous raconteraient? Eh bien, aujourd'hui, les chiffres nous racontent le bilan comptable et particulièrement la clôture. Et donc la clôture au 31 décembre. On va pas parler des festivités, mais on va découvrir comment une simple date sur un calendrier civil est devenue le pivot central de notre économie mondiale. Et pourquoi depuis des siècles l'humanité s'obstine à vouloir figer le flux incessant de l'argent à un instant T, la fameuse photographie qui donne notre petit bilan. Derrière le bilan comptable se cachent des enjeux de pouvoir, des révolutions techniques nées à Venise et une quête presque métaphysique de la vérité. Alors ce soir on compte pas les moutons, on compte les actifs. Pour comprendre pourquoi on clôture nos comptes, il faut d'abord comprendre que le temps de l'économie, l'économie, la matière, hein, l'économie, n'est pas celui de la nature. Dans l'Antiquité déjà, on faisait pas de bilan au 31 décembre, on suivait plutôt le cycle des récoltes. En l'occurrence, en Égypte, l'année comptable était dictée par la crue du Nil. C'était le référentiel. On comptait alors ce qu'on avait en soute après la moisson pour savoir si le royaume allait survivre à l'hiver. C'est vraiment ça. Le vrai basculement, le moment où la comptabilité devient une science de la mesure du temps, se situe au XIVe siècle, en Italie, comme beaucoup de choses vont se situer au XIVe siècle en Italie. À cette époque-là, les fameux marchands vénitiens et génois, et on va en reparler dans plein de vidéos et dans plein de podcasts, hein, ils inventent une sorte d'arme de destruction massive hein, pour la finance et la comptabilité, la fameuse partie double. On fera tout un épisode sur ça, je vous rassure. Donc, je reviens pas sur le concept de la partie double, on en reviendra dessus vraiment, mais juste pour ceux qui connaissent pas du tout la comptabilité, en gros, c'est l'idée de se dire la comptabilité en partie double, c'est on va mettre d'un côté d'où vient l'argent, donc le crédit, et où est-ce qu'il va, le débit. Voilà, double partie, crédit, débit. Et donc pourquoi ces fameux marchands vénitiens et génois commencent à faire des petits trucs comme ça? Et tout simplement parce qu'ils ont des associés. Effectivement, le commerce à cette époque-là se développe énormément. Et puis il y a des expéditions qui commencent vraiment, donc sur terre mais aussi maritime. Et puis bah, à la fin d'une expédition maritime ou d'une foire, etc., il fallait couper les registres, littéralement, voilà, pour vérifier que le total des débits était bien égal au total des crédits. Parce que si c'était pas le cas, il y avait soit une erreur d'enregistrement, une erreur d'écriture, soit un vol. Et à un moment donné, bah oui, il fallait quand même bien vérifier qu'on s'était pas fait voler en cours de route. Et donc le terme de bilan vient de l'italien bilancio, la balance. Et en fait, clore ses comptes, c'est littéralement remettre les plateaux de la balance à l'équilibre pour repartir sur une base saine. D'où le fait qu'on dit toujours qu'un bilan doit être équilibré. L'actif doit être égal au passif, parce que c'est le fameux bilancio. Et donc, c'est quoi le cœur du sujet? Ben, on va rentrer vraiment dedans. Pourquoi le 31 décembre?
Vous allez me dire, bah, ça paraît quand même assez évident, le 31 décembre, c'est la fin de l'année, civile. OK, mais pour autant, c'est pas obligatoire de clôturer au 31 décembre. En France, comme dans beaucoup de pays de droit civil, mais particulièrement en France, on suit le code du commerce, d'accord? Et en l'occurrence, dans le code du commerce français, il y a un article, l'article L123-12, qui est formel. Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels. Pas de précision supplémentaire. Des comptes annuels. Personne ne dit que ça doit être au 31 décembre. Et d'ailleurs, on a des tas d'entreprises qui ne clôturent pas au 31 décembre, on y reviendra. Mais attention, la clôture d'un exercice, c'est pas juste une petite photo. On a toujours l'image de la photo, hein, parce que c'est vraiment quand même, on arrête à un instant T, on fige, c'est un peu le petit snapshot, paf. Voilà. C'est pas juste une photo de votre compte en banque, hein. C'est là que le profane s'y perd un petit peu, alors que l'expert jubile ou pleure, ça dépend. Parce que il y a un principe en comptabilité qui s'appelle le principe d'indépendance des exercices. Bon, allez, c'est quoi le principe d'indépendance des exercices? Prenons un exemple tout bête. Vous vendez un logiciel le 20 décembre. Le client, il vous paiera qu'en février. Bon, bah pour votre banquier, vous avez strictement rien fait. Lui, il voit rien du tout. Mais pour la comptabilité, vous avez déjà un produit, parce que vous avez déjà vendu quelque chose. Donc, il y a bien un petit décalage. D'un côté, vous avez un chiffre d'affaires enregistré parce que vous avez une vente enregistrée au 20 décembre. D'un autre côté, vous n'avez pas de flux de trésorerie en face qui n'interviendra qu'en février. Eh oui. On utilise ici ce qu'on appelle la comptabilité d'engagement. On doit donc rattacher la richesse à l'année où elle a été générée, donc au 20 décembre, et pas à l'année où le cash va tomber, donc pas l'année prochaine. Et c'est là tout le fameux moment des opérations d'inventaire. Le travail devient donc assez colossal selon la taille de l'entreprise, évidemment. En l'occurrence, on va avoir ce qu'on appelle donc le cut-off, la séparation des exercices. Oui, parce qu'en comptabilité, on ne parle pas d'année, on parle d'exercice. Un exercice étant égal à une année, évidemment. Donc le cut-off, c'est un peu la tâche la plus ingrate parce qu'il faut bien isoler justement tous ces petits décalages. Et donc dans tous ces petits décalages, on va avoir notamment les charges constatées d'avance. Vous avez déjà payé quelque chose, mais que vous n'aurez que l'année d'après. Un exemple très classique, très fréquent, très simple, c'est votre assurance. Si vous n'êtes pas mensualisé, vous payez votre assurance à l'année. D'accord? Si vous payez de mai à mai, bah quand vous faites votre petit arrêt de bilan au 31 décembre, en fait, vous avez déjà payé jusqu'au mai de l'année d'après. Donc c'est bien une charge constatée d'avance qu'il faut venir enregistrer. Vous avez aussi les produits constatés d'avance. Le fameux exemple du logiciel, c'est un produit constaté en avance parce que vous n'avez pas encore l'argent. D'accord? Vous avez aussi ce qui est les factures non parvenues. Vous savez que vous avez une charge que vous allez devoir payer, mais vous n'avez pas encore la facture. Là, on va aller sur des petites estimations. Bref, je ne vais pas vous faire la liste complète, vous avez compris un petit peu l'idée. C'est vraiment le principe de base d'indépendance des exercices, bien rattaché à l'exercice où ça va arriver, où ça arrive. Voilà. Deuxième chose, dans les opérations d'inventaire qui est assez classique, c'est les amortissements. Vous avez peut-être un véhicule dans votre entreprise, bah il s'use. Évidemment, vous l'achetez, il est flambant neuf, il est très bien, super. Mais au bout d'un moment, plus vous allez rouler avec ce véhicule, plus il va s'user. Et c'est le cas de la plupart des machines et matériels que vous allez pouvoir avoir dans votre entreprise. Alors, qu'est-ce qui est amortissable? Il y a 3 critères, mais en gros, pour pouvoir amortir quelque chose, il faut que ce soit une immobilisation.
Et une immobilisation, c'est une valeur supérieure à 500 euros, avec une durée d'utilisation qui va être supérieure donc à un exercice et qui va procurer un avantage économique futur. Bon, c'est pour le petit rappel. Donc, votre véhicule s'use, il faut donc venir enregistrer le fait qu'il n'a plus la même valeur qu'à l'origine, qu'il a perdu de la valeur. Donc on va amortir sa valeur brute, son fameux coût historique. Donc en fait, on transforme l'usure physique en une charge comptable. Ça a quand même un avantage, c'est que votre amortissement calculé, ça passe en charge. Ce qu'on appelle une charge calculée, une charge non décaissable, bien sûr. Vous ne payez rien en vrai à personne. Néanmoins, comptablement, mathématiquement, ça va venir réduire votre résultat, évidemment, parce que le résultat, c'est toujours produit moins charge. Plus vos charges sont élevées, moins votre résultat l'est. Et donc du coup, moins de résultats égale moins d'impôts sur les résultats. C'est une petite incitation fiscale aussi à venir réinvestir. Et enfin, vous avez les provisions pour risques et charges. Là, c'est un petit peu le côté divinatoire de la comptabilité. J'espère que vous avez un bon jeu de tarot ou une belle boule de cristal. En gros, vous avez un procès en cours. Vous craignez qu'un client ne vous paye jamais. Vous devez anticiper une perte future. C'est ce qu'on appelle le principe de prudence. Et on enregistre les pertes dès qu'elles sont probables. Mais les gains seulement quand ils sont certains. Là, il y a une petite distinction à faire entre probable et certain. Voilà. Bon. On est donc sur 31 décembre, minuit, tout est fini. Est-ce que vous connaissez beaucoup de comptables qui, le 31 décembre, sont en train réellement au travail de faire les comptes? Et est-ce que vous pensez, selon la taille encore une fois de l'entité, qu'au 1er janvier minuit 01, on peut avoir vraiment ce bilan avec tous ces petits calculs et travaux de réaliser de fait? Ben non, évidemment que la réponse est non. D'accord? Donc, effectivement, on va clôturer au 31 décembre. Évidemment, on a un délai pour faire établir notre bilan. Et en général, on considère qu'il y a 3 mois pour pouvoir avoir établi, fait valider par un expert comptable et publié le bilan. Et c'est pour ça qu'en fait, cette fameuse période qui suit le 31 décembre pour les comptables, ces fameux 3 mois à partir du 1er janvier, c'est ce qu'on appelle la période fiscale. C'est une période qui est très intense. Si vous connaissez des comptables, soutenez-les fortement. Voilà. Parce que c'est une période très intense où il faut faire tout pour toutes les entreprises, la même chose. Alors, je vous ai dit que toutes les entreprises ne clôturent pas au 31 décembre. Et effectivement, il y a d'autres dates de clôture qui existent en France. On a notamment des entreprises qui vont clôturer fin mars et d'autres fin septembre. Et c'est pareil, elles ont 3 mois derrière pour pouvoir publier leurs comptes. Néanmoins, la très 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 grande majorité des entreprises en France vont clôturer au 31 décembre, d'où cette période extrêmement intense. Pourquoi on impose quand même ce petit bilan annuel? Le 31 décembre, c'est aussi le moment où la direction va pouvoir donner des documents aux actionnaires et puis à l'État. Notamment, l'impôt sur les sociétés, il est calculé une fois par an sur le bilan qui est fait au 31 décembre. Voilà. Donc c'est là que le bilan et que le compte de résultat vont se rejoindre entre les deux, puisque notre résultat de notre exercice va venir s'ajouter aux capitaux propres, et c'est un peu le cycle éternel du coup de la capitalisation en comptabilité. Alors bon, ok, j'ai toujours pas répondu à la question originale qui est pourquoi le 31 décembre? Pourquoi on n'a pas choisi de clore vraiment en été? Pourquoi on n'a pas gardé la crue du Nil, par exemple? Tout simplement parce que alors c'est vrai que voilà, encore une fois, hein, attention,
les entreprises ont le droit de clôturer quand elles veulent. Et d'ailleurs, les entreprises qui ont des activités très saisonnières vont pas choisir le 31 décembre. Souvent, notamment les stations de ski, par exemple, vont clôturer plutôt le 30 avril, d'ailleurs. C'est assez cohérent à la fin de la saison. C'est logique, d'accord. Mais ça reste quand même la norme pour la grande majorité, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, l'État a besoin d'une base commune pour collecter l'impôt sur les sociétés, mais aussi pour tout ce qui est rattrapage de TVA, etc. Et donc, aligner l'exercice comptable sur l'année civile, c'est quand même une facilitation très forte. Voilà. Alors, il y a un débat. J'aimerais bien que vous me disiez un petit peu en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas encore d'opinion, j'ai pas encore de recul là-dessus, mais je pense qu'il y a un débat qui est intéressant ici. C'est que, avec l'intelligence artificielle et avec la montée, enfin, c'est même plus une montée en puissance, mais avec la normalisation de l'utilisation des logiciels de comptabilité, la comptabilité, elle est quasiment faite en temps réel, en fait. À chaque seconde, sur le logiciel, en un clic, vous pouvez établir un bilan. Alors, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de continuer à s'arrêter une fois par an? Pourquoi est-ce que finalement on transmettrait pas un bilan tous les mois, tous les fins de mois, puisque c'est voilà. Alors, je pense que si vous avez bien écouté la petite vidéo, vous avez compris que refaire tous les travaux d'inventaire tous les mois, l'enfer. Après, on pourrait se dire, bah oui, mais si maintenant les intelligences artificielles, si les logiciels continuent à se perfectionner comme ça, peut-être que les travaux d'inventaire n'auront plus d'humains, n'auront plus besoin d'humains. C'est un débat que je laisse ouvert en commentaire. Mais après, je pense que moi, personnellement, il y a quand même le côté les cycles. On a besoin de cycles un petit peu pour s'y retrouver et on a besoin de faire le point, de faire le fameux bilan. Vous avez vu, c'est quelque chose qui est rentré quand même dans le langage courant. Et puis, sans clôture vraiment, quand est-ce qu'on verserait des dividendes ou les bonus des salariés? Quand est-ce que les statistiques nationales se feraient? Est-ce que tous les mois, ce serait pas trop redondant? Voilà. Parce qu'il faut bien quand même comprendre aussi que le fait de publier des chiffres pour les entreprises, ça sert donc pour les impôts. Ok, mais ça sert aussi à d'autres calculs, comme notamment le calcul du PIB au niveau national. Faire ses comptes au Nouvel An, c'est vraiment plus qu'une obligation fiscale, c'est vraiment un acte de civilisation. Je pense qu'il faut réussir à le voir comme quelque chose de plus grand que ça. C'est un mouvement perpétuel du monde qui se fait, qui se refait depuis des siècles et des siècles. Et merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne au mois de décembre. J'espère que l'orientation que va prendre ce petit podcast va vous plaire. Et puis, n'hésitez pas du coup à vous abonner, à commenter, à liker, à partager évidemment. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. On va garder quand même une petite ambiance paillettes et strass. Voilà, si vous avez un peu une idée d'où est-ce que je peux vous emmener avec des paillettes et des strass, dites-le moi en commentaire.